Alors, bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire ce soir donc de Vie ma vie, dernier webinaire avant la pause estivale de juillet et août. Et donc, ce soir, nous allons parler du CERN, et exactement, nous allons aller dans les coulisses du CERN pour voir un peu comment les BA et les UX façonnent le changement au sein de ce centre de recherche. Alors, ce soir, nous serons accompagnés de Sophie, de Jacob, ainsi que de Laura, Martine et Régis, qui sont BA, UX, vous vous présenterez, au CERN, et nous verrons un petit peu comment est-ce que l'équipe de Sophie arrive à gérer un petit peu, à accompagner ce changement avec les BA et les différents rôles pour accompagner justement ce changement dans le CERN. Donc le CERN, pour ceux qui connaissent, hein, c'est l'accélérateur à particules, mais je crois, Sophie, que tu as préparé une vidéo pour nous expliquer plus concrètement c'est quoi le CERN euh, là-dessus. Alors, avant de vous donner la parole, ce webinaire est organisé par l'IBA, donc l'IBA France et IBA Genève, qui sont des chapitres de l'organisation internationale IBA, pour International Institute of Business Analysis, qui est une association professionnelle indépendante à but non lucratif et qui a pour objectif de porter la voix de la communauté internationale des analystes métiers et côté IBA, ben, porter la voix des côtés IBA francophones, de porter la voix des pays francophones. Aujourd'hui, l'IBA, c'est 30 000 membres individuels dans plus de 160 pays. Alors, c'est quoi un membre individuel? C'est un membre qui a payé sa propre cotisation, ce qui sous-entend que, ben, en fait, une personne qui est adhérente à l'IBA via son entreprise n'est pas comptabilisée dans ce chiffre. Donc, justement, en termes de partenaires entreprises qui sont dans le programme partenaires et entreprises, corporate, nous avons 500 entreprises partenaires, mais également des organismes de formation et encore des universités qui collaborent avec IBA et qui collaborent sur la pratique et qui tiennent à jour les documents et les techniques autour de la pratique de l'analyse métier. L'IBA est présente dans 160 pays, mais à 140 chapitres dans plus de 40 pays finalement. Et sur les 3 dernières années, à peu près 45 000 certifiés actifs CEBAP, hein, c'est les derniers CEBAP. On n'a pas comptabilisé les autres certifications, mais 45 000 certifiés actifs CEBAP sur les 3 dernières années. Alors l'IBA, c'est une association qui organise finalement la communauté des business analysts et au travers de cette communauté propose la publication du BABOK, du Business Analyst Book of Knowledge, ou en français du corpus de connaissances de l'analyse métier, auquel est associé 3 niveaux de certification, le CBA, CCBA et CBAP. Et à côté de ces différents guides, de ces différentes certifications, d'autres guides sont publiés par l'IBA, tels que l'extension agile du BABOK, également le guide pour l'analyse de données, qui peut être accompagné pour des projets de BA orientés data, orientés BI, un guide autour de la cybersécurité pour les BA qui sont plutôt orientés ou qui mettent en œuvre leurs compétences d'analyste dans des projets autour de la cyberdéfense, cybersécurité des entreprises. Et enfin, un rôle que l'on voit de plus en plus arriver petit à petit en France, hein, également, qui est la fusion des rôles entre le PO et le BA. Autour de ces guides, IBA propose également les standards, qui est le résumé finalement du BABOK. On peut appeler ça également, si on aime bien ce terme-là en France, ce côté syllabus du BABOK. Également un guide pour comment manager les BA, qui est orienté vers RH, mais également manager. Et enfin, un guide pour expliquer comment, en utilisant des techniques de BA, passer de la stratégie à l'exécution, c'est-à-dire un niveau en traversant les différentes couches stratégiques, tactiques et opérationnelles. Donc, je l'ai expliqué, ce webinaire est organisé par les chapitres français et les chapitres genevois de Genève. Le chapitre de Genève, qui est principalement suisse, hein, qui aujourd'hui même est le chapitre suisse,
propose un congrès annuel qui d'ailleurs sera cette année le 20 novembre 2025. Et en suivant nos différentes communications sur le site, mais également sur notre compte LinkedIn et autres, vous allez pouvoir suivre et voir l'ouverture de la billetterie. Actuellement, pour donner un petit peu des nouvelles, nous sommes en train de terminer la sélection des prochains des intervenants. Et donc, très prochainement, vous aurez un programme qui vous sera proposé. Également, sont proposés des ateliers ou des webinaires en soirée, tels qu'on le fait actuellement. L'organisation des groupes d'études. Alors, les groupes d'études, qu'est-ce que c'est? C'est pour accompagner les personnes qui cherchent qui visent une certification IBA. Donc, le chapitre propose un accompagnement pour vulgariser un petit peu les pratiques de la BA et les pratiques de la BA telles que abordées au niveau du BABOC. Ce n'est pas une formation en tant que telle, c'est plutôt de la vulgarisation ou de la mise en contexte de la pratique de la BA. Et enfin, la Codo de BA, qui est une activité de Genève qui a pour but de faire rencontrer les différentes communautés de BA sur les entreprises et sociétés qui sont autour en Suisse romande et dont le CERN fait également partie justement dans cette communauté. Côté français, alors si vous souhaitez rejoindre le chapitre Genève, hein, vous êtes BA, n'hésitez pas à contacter Claude Du, qui est président de l'association, donc du chapitre de Genève, sur présidentgeneva.org. N'hésitez pas également à vous abonner aux newsletters en allant visiter le site internet de geneva.iba.org et également nous suivre, suivre le chapitre, mais également les autres chapitres sur ibageneva.chapter. Enfin, côté français, en somme, tous les chapitres ont à peu près les mêmes activités, hein. Si IBA a pour but de coordonner la pratique de la BA au niveau international, les chapitres, eux, coordonnent la pratique de la BA à leur niveau régional et local. Côté France, donc, nous participons à faire reconnaître finalement c'est quoi la BA au sein des entreprises, mais également des associations plus importantes, telles que l'APEC, telles que le SIGREF, pour définir finalement des fiches de poste de c'est quoi faire de la BA, c'est quoi la BA, c'est quoi faire de l'analyse métier. On promeut également les certifications de l'IBA naturellement, et en somme, ce que l'on cherche à faire en tant qu'association professionnelle, côté français, c'est de faire finalement IBA France le lieu où tous les BA puissent venir se rencontrer. Sur les activités, justement, en rapport à ces activités, IBA France propose, comme IBA Geneva d'ailleurs, des BA au bar. Donc pour le moment, des BA au bar sont principalement activés du côté de Paris, du côté de Lyon, mais nous ouvrons et cherchons à ouvrir du côté de Aix, de Bordeaux. Nous avons des demandes, mais n'hésitez pas à revenir vers nous également si vous souhaiteriez participer justement à cette aventure en prenant en charge l'organisation de Béaobar dans vos différentes villes. Également, nous participons à faire reconnaître donc, les certifications, parce qu'en effet, la France est un peu particulière hein, dans le monde de la certification, avec notamment France Compétences. Nous participons et coordonnons à la traduction en français des différents matériaux et des guides de l'IBA. Et après, nous réalisons un peu ce que font toutes les autres associations et les autres chapitres, c'est-à-dire des after-work, mais également des conférences, webinaires et également des groupes de travail avec des différents groupes de traduction notamment, et accompagnant également les différentes écoles et BA en devenir, c'est-à-dire souvent étudiants, pour qu'ils soient formés assez rapidement à la pratique même de la business analyse, analyse métier d'ailleurs, en français européen. Ce soir, donc, nous accueillons, ah oui, alors j'oubliais, hein, actuellement, vous avez une enquête qui est en train qui est en cours, qui est autour du métier de la business analyst. Il est important que tous les BA, en tout cas ceux qui en prennent connaissance, participent à cette enquête. Cette enquête, ça fait partie des outils qui nous permettent d'aller voir des organisations, hein, que ce soit côté France, mais côté Genève et même plus largement au niveau francophone. C'est ce qui nous permet de pouvoir aller voir des organisations un peu étatiques ou même des sociétés pour expliquer finalement c'est quoi la BA, c'est quoi le salaire d'un BA, etc. Et donc, il est important que chaque BA puisse prendre un petit moment pour pouvoir justement participer, pour nous faire remonter ses retours. Et nous utiliserons ces retours pour justement mettre en place différentes actions et faire participer
à faire reconnaître un peu mieux notre métier et nos compétences pour pouvoir les valoriser. Et donc ce soir, nous accueillons une partie de l'équipe, ce n'est pas toute l'équipe, mais 5 personnes de l'équipe de Sophie, du CERN. Je crois que tu as 15 personnes au total, Sophie. Oui, une petite quinzaine de, Une oui, petite quinzaine de designers. personnes. Et donc, merci à vous tous d'être présents ce soir. Et donc, nous allons avoir un petit retour d'expérience de c'est quoi être business analyst au CERN, c'est quoi les missions c'est quoi les missions en termes de changement également au niveau du CERN, comment est-ce que les BA et les différents rôles qui sont autour de ce changement collaborent pour accompagner justement le futur du CERN. Donc ce soir, nous accueillons Sophie, mais également Sophie Gobert, mais également Jacob Eck, c'est ça, Laura Hardy, Martine Anreid et Régis Buffet. Donc, je vais vous donner la main. N'hésitez pas, du coup, à collaborer. Dernière petite information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le QR. On y répondra à la fin. Les questions que vous poserez, je les verrai. On va un petit peu mutualiser toutes ces questions pour pouvoir justement essayer de poser, si plusieurs questions reviennent, de les poser qu'une seule fois à toute l'équipe. Et donc, je te donne la main, Sophie. Oui, je vais partager. Hop là. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, on te Hop, voit. parfait. Alors voilà, comment on voulait structurer un petit peu notre tour d'expérience. Alors, on a déjà eu la petite introduction de la soirée. On voulait vous présenter aussi, il y a une petite vidéo qui va suivre pour vous présenter vraiment en 3 minutes ce qu'est le CERN, parce qu'il y a beaucoup d'expérience au CERN, notre mission également, et puis recontextualiser où se situe notre équipe de BA. On agit sur une partie des activités du CERN. Donc, vous expliquer un petit peu voilà, comment on est structuré, dans quel département on se trouve. Et puis ensuite, on passera un petit peu plus de temps. Donc, chacun d'entre nous prendra la parole pour partager comment on est devenu business analyst ou UX designer, ou parfois les deux pour certains d'entre nous. Par exemple, des sujets très concrets sur quoi on travaille en ce moment, comment on procède, voilà, quelles sont nos activités. Une petite conclusion, puis après, voilà, si vous avez des questions et des réponses qu'on pourra vous apporter. Hop, donc je vais passer à la petite vidéo.
Là. Et voilà, en quelques présentations, hop, on va éviter de remettre le même. Voilà, présentation, du CERN, donc enfin voilà, un lieu de découverte, enfin un lieu d'innovation technologique. Hem, voilà, tout le domaine de la physique, même pour nous qui sommes business analystes, UX designers, enfin voilà, on est tous passionnés aussi par ce domaine-là. On n'hésite pas à aller, découvrir aussi, auprès des différentes expériences, enfin voilà, échanger, voire pour certains d'entre nous se former en tant que guide aussi pour les personnes qui viennent nous visiter sur site. Donc c'est vraiment un environnement qui est très, très stimulant. On est répartis sur 2 sites, donc un en France, un en Suisse, ce qui va voilà, on a beaucoup de spécificités aussi qui nous touchent directement là pour le coup. Donc voilà, un lieu de découverte avec, voilà, de nombreuses nationalités aussi, qui viennent, nous visiter et donc beaucoup d'expériences, pas uniquement le LHC, mais dans tous les domaines avec beaucoup d'applications aussi également, dans le domaine de la médecine, entre autres. Et donc je voulais juste rappeler, voilà, ces missions, qu'ont le CERN et en fait, même si nous on travaille pas directement pour le domaine de la physique, indirectement nous touchent. Donc, notamment toute la partie innovation technologique où on a aussi, bah, voilà, nous des temps et des rôles aussi à jouer, dans notre domaine. Un gros focus sur la diversité et rapprochement des nations, où en fait on est aussi, un patchwork des, différents États membres, et donc on accueille, personnes de toutes, nationalités, les États membres du CERN et sur la partie inspiration et éducation. Donc ça fait aussi partie de l'ADN, de notre groupe et puis aussi de notre section. Là, juste quelques chiffres, concernant le CERN, parce qu'en fait, en tant que alors nous, on s'appelle designer. On est une équipe de product designers. C'est un mix de business analyst et d'UX. Certains d'entre nous, enfin, je vais le détailler un petit peu plus, mais, donc on travaille directement pour cette population, principalement, la population du CERN. Donc c'était juste pour vous donner quelques chiffres également. En fait, au CERN, en tant que membre du personnel, alors ça, c'est les chiffres de 2022, mais c'est assez stable. C'est 2 658 membres du personnel. Hem, En fait, en tant que membre du personnel, on est là pour maintenir, et supporter les activités du site. En fait, c'est principalement, la communauté scientifique, donc ce qu'on appelle les utilisateurs en interne qui viennent sur site et procéder aux différentes expérimentations ou retours d'expérimentation. Donc eux représentent alors en 2022, c'était 11 860, je crois que ça a légèrement augmenté, passe à 12 000 sur cette année. Donc voilà, nous en tant que BAUX, la population, pour qui on travaille, donc forcément en fonction des applications sur lesquelles on est, c'est à peu près 15 000 utilisateurs. On a assez peu d'applications, on va dire, pour le grand public, hormis tout ce qui va être le portail de la science, donc ce nouvel, voilà, grand musée, on va dire, qu'on a mis en place l'année dernière. Donc ça, c'est quelques chiffres sur le personnel, puis aussi, bah, voilà, pour être cohérent avec ce que j'expliquais avant, sur le fait qu'on supporte les activités, du CERN, notre budget principalement, donc il y a un petit peu plus d'1 milliard de CHF par an, est principalement dépensé en frais de personnel, donc à 56,5. On va dire que toutes les collaborations, installations, accélérateurs de particules et cetera, ce sont des collaborations en fait avec des instituts, des universités qui cofinancent et participent, on va dire, à ces installations. Alors où est-ce qu'on est positionné, nous, petite équipe, BAUX dans tout ça? Donc on a, juste là le conseil du CERN, la gouvernance du CERN, donc avec notre directrice générale, les différentes directions et nous, on travaille dans le secteur de la finance et des ressources humaines. En fait, on travaille pas du tout uniquement pour la finance et les ressources humaines. Je vais vous présenter un petit peu après le scope de nos activités. Mais voilà, on a un département IT qui existe, qui est à part, mais qui lui est plus en charge de l'infrastructure. Nous, on est vraiment le plus gros groupe, qui travaille sur la partie applicative et on est directement dans le département des finances et des procédés administratifs. Et donc on est un groupe, on est environ 80 collaborateurs internes. On supporte donc le groupe Business Computing, on maintient, on supporte, on développe, près de 400 applications, donc pour l'intégralité du CERN, pour ses collaborateurs et puis aussi pour ses utilisateurs. On travaille actuellement avec 5 sociétés, 5 compagnies externes. Donc, on a des personnes à l'interne, mais aussi, beaucoup de consultants externes, donc, qui sont basés en Grèce, au Portugal, en Espagne et en Inde. Donc on a aussi, des membres de notre équipe, qui font partie de ces sociétés externes.
Et on va dire que ça, voilà, on a environ, alors ça, forcément, ça change un petit peu, mais actuellement, on a 13 équipes de développement. Donc, c'est un mix de collaborateurs internes, mais aussi de collaborateurs des compagnies externes. Hem, voilà, donc on est, des équipes qui sont entre 4 et 8 développeurs, on va dire. Hop là, les missions de notre équipe, donc voilà, Business Computing propose des solutions informatiques durables et économiques pour soutenir les processus administratifs et les capacités opérationnelles du CERN. Et donc pour ça, on mobilise la gestion de produits, le design, les méthodologies agiles, donc je vais y revenir un petit peu plus précisément après, pour fournir des solutions au service de l'ensemble de la communauté du CERN. Et donc voilà, comme ADN aussi du CERN qu'on a retrouvé chez nous, la formation, le partage des connaissances. Donc on a beaucoup notamment de jeunes diplômés qui viennent nous rejoindre partout en Europe ou au sein de nos États membres pour se former. Et donc voilà, afin de favoriser le développement des collaborateurs et de la communauté informatique au sens large. Donc comment on est organisé dans notre groupe? Donc là, je parle vraiment de business computing et quel est le positionnement de notre petite équipe dans toute cette équipe? Donc là, voilà, on a notre chef de groupe et son adjoint et en fait, voilà, les équipes sont pas forcément très équilibrées en termes de nombre de personnes, mais ça repositionne aussi l'importance de notre activité dans notre groupe. On a une équipe de product manager, donc correspond on a un product manager pour chaque groupe de produits que je vais présenter aussi après. On a notre section design, donc peut-être qu'on est une petite quinzaine. On a des coachs agiles, et ensuite on a la section engineering qui représente tous les développeurs. Donc comme j'expliquais, entre 12 et 15 équipes de développeurs. Donc du coup, c'est vraiment des grosses équipes, derrière la section engineering. Donc le scope de nos activités, donc comme j'expliquais, on n'est pas du tout du côté de la FIC. On a quelques activités qui soutiennent, les expérimentations, mais nous, on est vraiment sur, la partie, support des activités du CERN. Donc on a tout ce qui concerne les ressources humaines, la finance, on a tout ce qui va être supply chain et logistique et puis la sécurité au niveau du site aussi du CERN. Donc ça peut être, voilà, tout ce qui va être l'hôtel, les accès, les interventions, la sécurité sur place et cetera. Et donc on a, voilà, aussi beaucoup de dépendance entre ces différents groupes de produits. Notre modèle opérationnel, donc on a 5 groupes de produits, donc finance et achat, les ressources humaines, supply chain logistique et la gestion du site et les plateformes. La plateforme, c'est vraiment un groupe de produits qui est transverse, qui est purement technique et qui est là pour maintenir les plateformes sur lesquelles on développe. Et donc pour chaque groupe de produits, on va avoir un product manager qui va s'occuper de la stratégie produit, les roadmaps, donc de ce qui va suivre. Forcément des équipes de dev, donc entre 1 et 5 équipes de dev en fonction du scope et en fonction des besoins actuels aussi pour chaque groupe de produits. Dans chaque équipe de développeurs, on va avoir un superviseur, donc là vraiment sur le rôle purement hiérarchique, un product owner, puisqu'on applique, méthodologie agile, puis voilà, on split entre les développeurs et les spécialistes, ERP. Et donc là où nous, designers, on se positionne, c'est que ça dépend aussi beaucoup de la nature de nos activités. Parfois, on doit intervenir vraiment très en amont, on a un très, très haut niveau, on va être plutôt au niveau de la stratégie. On est déjà au quotidien très proche, des product managers, et d'ailleurs même physiquement, enfin voilà, on est dans le même bureau pour, chaque designer. Et en fonction de, voilà, où est-ce qu'on est attendu, on va aussi, éventuellement nous demander de travailler, très étroitement avec les développeurs quand on arrive à quelque chose de très détaillé, où il faut que des spécifications précises et donc vraiment là, de faire partie presque de l'équipe de développement, quand on en est en fait à ce niveau-là. Et donc on a nos coachs, agiles également, au quotidien. Donc on a appliqué il y a à peu près 6 ans, c'était une grosse transformation et c'est là aussi, on a commencé à parler de business analyst qui n'existe pas dans Safe. Donc on a notre propre application, de Safe, chez Business Computing et effectivement, voilà, vu que le BA est pas du tout, mentionné dans ce framework, on a essayé à plusieurs postes. Au début, les BA étaient dans les équipes directement. Ensuite, on a agi en tant que PO, et puis maintenant, on est plus proche du product management, mais on travaille de façon, comme j'expliquais avant, assez flexible, parfois vraiment au niveau de la stratégie, jusqu'aux spécifications extrêmement détaillées. Donc on se positionne et on organise notre travail et nos relations en conséquence.
On applique des sprints de 2 semaines, on fait des planning days tous les trimestres et donc les designers, pendant ce temps-là, on planifie à la fois nos propres activités, qui sont basées sur les besoins des différents groupes de produits, donc forcément gérés par les product managers et puis on supporte également donc pendant cet, exercice de planification le travail des développeurs. Notre équipe, donc dans ce groupe business computing, donc comme je l'expliquais, on est à peu près, voilà, un peu de moins de 15 designers, sachant que ça fluctue en fonction des besoins de chaque trimestre. On est 7 sur site, on a 6 consultants externes et déjà, voilà, à nous 13, on représente 6 nationalités différentes. Donc en fait, on a absolument personne qui est natif en anglais. Donc parfois, c'est aussi un petit challenge dans la compréhension, même si tout le monde parle très, très bien anglais. Mais voilà, même pour s'aligner en termes de spécifications. Ça peut parfois être un peu challenging. Certains d'entre nous sont vraiment affectés à un groupe de produits, surtout quand on est sur des initiatives qui sont assez longues, vraiment besoin d'avoir une expertise dans le domaine. Et puis, certains d'entre nous, offrent une flexibilité, sont vraiment dans un pool et vont intervenir, de façon un petit peu plus ponctuelle, et vraiment s'adapter aux besoins qu'on a. Donc ça va être faire un prototype ou ce genre de choses. En tant que section, donc voilà, on offre tous ces services à l'ensemble du groupe, mais on est aussi, responsable du design système du CERN, donc qui, n'est pas forcément utilisé que dans notre groupe. Donc pour toute la partie, visuelle, on va dire unifiée. Et puis, Jacob va en parler un petit peu et puis aussi de notre outil de modélisation d'entreprise. Parce qu'en fait, on est assez orienté processus et donc on a un enterprise modeling tool où on structure la totalité de nos processus et c'est pas utilisé uniquement par nous, mais aussi par les départements d'engineering du CERN ou d'IT du CERN. Alors notre équipe a aussi, la particularité d'être à la fois BA et UX, certains d'entre nous ont les 2 compétences, certains d'entre nous sont aussi, très spécifiques BA et d'autres UX. C'est un gros plus, donc de pouvoir à la fois aligner les besoins métiers, mais aussi de travailler sur purement l'expérience utilisateur. Enfin, pour moi, c'est vraiment un succès, de pouvoir offrir les 2 services pour proposer une conception complète. Parfois, c'est aussi challenging de pouvoir, voilà, proposer les 2 et pouvoir intervenir au bon moment et de façon, voilà, avec tout le fait qu'on ait vraiment un focus, différent. Donc on est forcément là pour, faire beaucoup de liens. C'est nous qui mettons en place toute la partie collaboration. On est vraiment le pont entre le business, les développeurs, les chefs de produits. On itère beaucoup pour, valider, on teste, nos applications et donc on est aussi garant de toute la documentation, d'avoir des workflows clairs. J'ai mentionné juste avant l'EMT, Enterprise Modeling Tool pour la partie, processus et puis aussi, pour, garder trace de toutes les décisions qui auraient pu être prises. Et enfin, avant de passer la main à mes collègues, je voulais juste, aussi partager, au niveau outils, je me suis pas lancée dans une liste de livrables parce que ça pouvait être aussi très long, puis ça dépend vraiment du contexte, mais plutôt où est-ce qu'on centralise, nos livrables. Donc j'ai mentionné, l'EMT qui est un peu notre outil phare, mais voilà, on fait du BPMN. On a aussi différents outils, de user research où on va centraliser nos personas, nos user journées, et aussi les retranscriptions des enregistrements qu'on peut avoir pour faire des entretiens, quand on fait des entretiens ou quand on va faire des tests utilisateurs, avec des systèmes de tags automatiques et cetera. Donc on va centraliser ces informations-là. Le design system, tout ce qui est prototypage, on va utiliser Figma. Et puis, pour, la collaboration, la centralisation des informations, tout simplement, on utilise Confluence et puis, Jira est l'outil utilisé, par l'ensemble, de notre groupe, par les différents, développeurs, chefs de produits et cetera. Donc, je vais passer la main à Régis, voilà, où chacun d'entre nous va partager, comment on est devenu BA, nos activités et puis peut-être nos petits challenges au quotidien. Merci Sophie. Vous allez voir, les présentations de chacun sont sur le même modèle où on va démarrer par une petite présentation de notre cursus, puis ensuite notre travail au quotidien. Donc, pour ma part, je m'appelle Régis Buffet, j'ai 57 ans, quelques années de carrière derrière moi. Et pour parler de mon profil de formation, en fait, j'ai plutôt un cursus universitaire puisque j'ai été formé au sein de l'université de Paris-Sud-Orsay en ayant un DUT mesures physiques puis un diplôme d'ingénieur. Et j'ai terminé ma formation à l'école polytechnique de Montréal, où là, à la faculté d'Orsay, c'était plutôt un cursus informatique industrielle.
là, ça a été plutôt un cursus base de données et information, enfin data. Et donc, j'ai travaillé sur un projet, c'était en 1993, donc il y a plus de 30 ans. C'était sur un système qui mettait d'informations spatiales où on mettait en relation les données et la localisation de la donnée qui permettait de situer en fait sur tout un plan, de dire bah, effectivement quelle est euh, la population qui habite ici, quelle est la- les différentes statistiques dont on avait besoin basées sur un point de GPS. Mon profil maintenant en termes de carrière, donc j'ai commencé comme développeur, donc dans un logiciel bancaire au sein de Sopra, donc logiciel maintenant on va dire ERP, et donc travailler sur ce développement, puis aider à la réalisation du manuel utilisateur. Ensuite, je me suis rapproché des utilisateurs en étant responsable du logiciel de consolidation au sein de HSBC France, qui me permettait de faire des spécifications avec la compagnie qui travaillait pour nous, mettre en place les évolutions, faire les migrations de logiciels, gérer l'an 2000 à cette époque-là, un projet intéressant. Ensuite, je suis retourné vers le développement au sein d'un logiciel bancaire dans une société suisse, Asisoft, où là, j'ai complété puisque je l'ai vraiment direct avec les utilisateurs pour comprendre le besoin, analyser le besoin client, développer la solution et l'installer et former les utilisateurs à cette solution bancaire, front et back-office. Après ces 14 années, j'ai basculé au sein du CERN. Et là, je suis rentré en tant qu'ERP spécialiste au sein de la partie finance. Donc là, c'était effectivement aider les utilisateurs à simplifier leur travail au quotidien. Donc, mettre en place des solutions afin de les aider à simplifier toutes les chaînes de traitement, ajouter des nouvelles fonctionnalités qui étaient demandées pour répondre à des besoins CERN. Et c'était sur la comptabilité et achat. Ensuite, ça fait depuis un an, un peu plus d'un an, je suis passé business analyst, mais cette fois du côté ressources humaines. Et donc, mettre en place, en fait, aider les ressources humaines à implémenter leurs différents besoins, analyser les besoins, regarder la partie. Cette partie elle va être faite plutôt au niveau analyse des process, donc ça va être de la business analyse. Je ne suis pas du tout UX, malgré mon passé de développeur. Donc, cette UX-là, je le laisse avec Jacob qui vous présentera un petit peu plus tard son activité. Et donc, maintenant, pour ce qui est un petit peu en détail, donc sur la partie euh, mon évolution. Donc, en fait, dans le cadre de Vie ma vie de BA, je trouve intéressant de voir un petit peu quel est le processus. Et puis, pour moi, c'était une évolution naturelle de passer du développement vers de la spécification technique plutôt, après de l'analyse de l'implémentation, de l'analyse de la solution et enfin de l'analyse. Donc, en fait, ce parcours, cette évolution a pu être faite parce que, effectivement, j'ai eu un mentor qui m'a un peu mis le pied à l'étrier et donc comprendre que l'utilisateur était quand même au centre de notre métier. J'ai eu aussi la confiance des utilisateurs, mais cette confiance, elle se fabrique. Donc, en fait, c'est toujours avoir un lien avec les utilisateurs et la hiérarchie, bien sûr, parce qu'on ne peut rien faire sans les deux, de faire en sorte que cette relation de confiance doit être importante. On travaille ensemble. C'est pas contre, c'est ensemble. Et toujours en formation, bah, effectivement, quand on progresse, on a des nouvelles techniques qui vont arriver. Quand on passe du développement à de l'analyse, bah, effectivement, il y a besoin d'avoir une formation sur les techniques, sur les standards et comment on met comment on met les choses en place, comment on met les réunions en place, comment on avance dans cette analyse. Maintenant, mes tâches au quotidien. Alors, mon quotidien, c'est la standardisation des process de recrutement et la gestion des absences. Donc, comme l'a expliqué Sophie, on a pas mal de différents euh, types de membres du personnel qui va du staff, donc c'est les 2900 personnes en fait qui sont au CERN. On a des boursiers, on a des nouveaux diplômés donc qui ont jusqu'à 4 ans d'expérience, on va dire. Mais aussi, on a des membres associés qui sont en fait des users. Donc, c'est des personnes qui viennent au CERN dans les collaborations
qui font partie des 12 000 à peu près personnes qui viennent pour utiliser, travailler avec les données du CERN, participer aux expériences. On a des attachés de coopération qui sont dans le même cas. Des attachés de projet, ce sont des universitaires aussi qui viennent. Donc cette partie, c'est plutôt universitaire. On a des échanges de scientifiques. On a des doctorants, des étudiants techniques, des étudiants administratifs. Donc une grande charge de différents profils. Et le travail aujourd'hui, c'est de standardiser tous ces process parce que ici, on va avoir un process qui va être plutôt électronique, géré par différents outils, mais on a aussi une partie où c'est du papier. Donc, en fait, on va avoir un document papier pour faire la demande de poste qui va aller de service à service, tamponner, etc., jusqu'à un entretien, etc. Donc, en fait, c'est mettre en place et rationaliser tout ce processus de recrutement pour avoir un seul point d'entrée, pour avoir des chaînes de décision un peu communes. Et la difficulté, en fait, dans ce travail, elle est en deux choses. La première, c'est retrouver la documentation, retrouver le pourquoi cela a été fait. On a une problématique ici, c'est que les contrats sont des contrats de 5 ans ou 3 ans, donc on a un turnover assez important. Donc, après 4 ans, on peut avoir 50% des personnes avec qui on travaillait qui ne sont plus là. Donc, retrouver l'information et retrouver et documenter tous ces process-là peuvent prendre du temps parce on fait ça. Ah, pourquoi? Ça a toujours été fait comme ça, mais on ne sait plus pourquoi, donc on doit rechercher le pourquoi. Des fois, on ne nous demande pas pourquoi on fait ça, mais c'est à nous de le demander ce coup-ci. Et ensuite, on a aussi des fois un process qui est étalé, qui fait que certaines personnes connaissent une partie, après ça va chez quelqu'un, mais là, c'est totalement une boîte noire, incapable de savoir enfin, pas la connaissance de ce qui se passe, et donc on doit rechercher, voir quel est l'impact de cette boîte noire sur la mise en place. Et des fois, ça fait un peu pelote de laine. On déroule et on déroule et on déroule. Et à un moment donné, il faut se fixer des points d'arrêt pour dire, effectivement, jusqu'où va le scope de cette analyse parce qu'on découvre des choses qui n'étaient pas dans le scope initial. Donc, comment on fait? Donc, pour ça, effectivement, beaucoup d'entretiens, beaucoup de documentation, beaucoup de tracés et de process, beaucoup de validation. On demande beaucoup aux utilisateurs de valider. Et comme on est en environnement d'une organisation internationale, on n'a pas de standard prédéfini. On a à peu près notre propre façon de faire. On a une assurance propre. On a des règles propres émises par nos États membres. Donc, c'est comment on met tout ça en place. Petit exemple, là, on voit les summers d'été. Donc, en fait, c'est les étudiants qui viennent pendant 9 semaines au CERN pendant la durée de l'été. On a de 4 à 6 000 personnes qui postulent pour 200 postes. Donc, on doit avoir des systèmes efficaces pour, préfiltrer certaines personnes, puisque vous devez être membre d'un État membre, en fait, d'avoir la nationalité d'un État membre pour pouvoir postuler. Et ensuite, c'est la qualification et la sélection. Donc, on doit avoir des outils quand même assez performants pour pouvoir traiter ce volume parce que c'est ce que c'est le temps, c'est de l'argent, et de sélectionner la bonne personne. Et c'était un des programmes, c'est Selecting the Right Person. Comment on peut faire ça. Donc voilà pour mon quotidien. Nos futurs, en fait, pour moi, ce que je remarque partant du développement, en fait, c'est que le business analyst est un métier quand même que je découvre de façon assez récente, qui doit être connu et à faire connaître parce que c'est un rôle important finalement. Le RP spécialiste peut se dire, oui, je suis business analyst, c'est vrai, mais tu ne le sais pas. Et peut-être que tu ne fais pas les choses comme il faut. Donc, en fait, comment tu normalises ton travail? Proposer des templates pour l'institution, pour moi, c'est important parce que qu'est-ce qu'on fait en commun? Comment on peut restituer des choses en commun pour que nos amis du développement puissent avoir à chaque fois les mêmes choses ou des points d'entrée qui sont identiques, et comprendre les enjeux technologiques, les impacts. Ça, c'est toujours cette veille technologique qu'on doit avoir, mais aussi comprendre la partie un peu technique pour savoir comment on peut les challenger, comment ils peuvent nous challenger, comment les impacts sur ces nouvelles technologies peuvent avoir un impact sur notre scope ou nos développements et nos analyses. Donc, toute cette partie-là, en fait, le process, c'est bien, mais il faut aussi comprendre quelle est
finalement, la finalité de ce process et quel impact va-t-il avoir sur cette partie technologique et comment ça va nous aider. Donc voilà pour ma part, je vais laisser, je crois que c'est Martine qui prend la suite, Ouais. se présenter. Merci Régine. Donc, euh, je m'appelle Maarten. Je viens de Belgique, mais de la partie néerlandophone. Donc, je vais essayer de faire cela en français. Euh, j'ai toujours beaucoup aimé les cours de maths et de sciences, et c'est pourquoi la décision d'étudier l'ingénierie a été évidente à prendre. En Belgique, il existe de nombreux types d'études d'ingénierie qui commencent toutes par un tronc commun en première année. Et ce n'est qu'en deuxième année que nous devons choisir la spécialisation qui nous intéresse. Moi, j'ai choisi l'ingénierie physique et j'ai obtenu ma licence bachelor dans ce domaine. Cependant, je me suis rapidement rendu compte que la plupart des personnes qui poursuivent leur étude en ingénierie physique finissent par se lancer dans la recherche, par exemple en doctorat. Et ce n'était pas ce que je souhaitais faire. J'ai donc décidé de m'orienter vers un master en ingénierie industrielle et recherche opérationnelle. Ce master est principalement axé sur l'analyse, la conception et l'optimisation des systèmes opérationnels complexes, en particulier dans la manufacture. Pensez aux chaînes de montage. Mais dans le cadre de ce master, j'ai effectué un stage dans une compagnie d'assurance en Équateur et j'y ai aidé à cartographier tous les processus internes, des ressources humaines au traitement de sinistres, afin d'étudier les possibilités pardon, les possibilités d'amélioration. Ouais. Donc, c'était la première fois que j'ai fait des choses comme un business analyst. Et j'ai vraiment apprécié cette expérience et j'ai donc cherché un emploi où je pourrais faire quelque chose de similaire. Et c'est ainsi que j'ai rejoint l'équipe technologie et transformation de Deloitte à Belgique. Et pendant 4 années et demie, euh, j'ai travaillé sur des projets à court terme, tels que comme par exemple la restructuration et son impact sur tous les systèmes, une transformation à grande échelle dans le département financier d'un détaillant alimentaire belge, ou une transformation, ou la cartographie et l'amélioration des processus RH dans une institution publique à Bruxelles. Euh, j'ai beaucoup apprécié mon passage chez Deloitte, mais vers la fin, je savais que je cherchais autre chose, un poste où l'on a une vision un peu plus à long terme de ce qui se passe dans le cadre de son travail. Et c'est pourquoi j'ai postulé à d'autres postes, dont celui-ci, et j'ai finalement été retenu ici. Donc, euh, maintenant, je fais partie du groupe produits financiers et achats ici au CERN. Et même si cela ne fait que quelques mois, j'ai remarqué des différences importantes entre le métier de consultant en business analysis et celui de business analyst en interne. En tant que consultant, je ne faisais pas partie d'une équipe interne et je ne pouvais pas vraiment prendre de décisions car les projets ne durent jamais plus que quelques mois et nous donnons seulement des conseils, pas des décisions. Alors qu'aujourd'hui, je suis responsable de certaines analyses et conceptions de fonctionnalités de début à la fin. Il est maintenant plus facile de remettre en question l'entreprise car elle n'est plus le client qu'il faut satisfaire. Et en même temps, il est également plus facile de s'adapter à ses besoins car il est possible de modifier les réunions prévues sans dépasser les délais du projet. Euh,
oui, merci, au sein du FPPG, donc Finance and Procurement Product Group. Nous nous intéressons principalement à ces domaines, comme vous pouvez voir sur l'écran maintenant. Cela explique pourquoi j'aime être analyste commercial. Business analyst, les sujets sur lesquels vous travaillez sont variés et leur niveau de détail ou d'abstraction est très variable. Comme Sophie a euh, dit aussi, est de niveau stratégie ou dans les détails. Euh, Comme exemple, j'ai ajouté certaines tâches aux slides suivantes. Ouais, voilà. Je vais travailler sur, sur le slide maintenant dans les semaines et les mois à venir. Et tout d'abord, pour la gestion de subventions externes et de la collecte de fonds, nous recherchons de nouvelles solutions possibles sur le marché afin d'assurer le suivi de certains de nos projets qui dépendent de fonds externes. Un autre exemple concerne le processus Source to Pay, où nous passons actuellement une revue de toutes les fonctionnalités afin de déterminer comment nous pouvons les améliorer à l'avenir. Euh, pour les exemples de niveau opérationnel, je passe à la comptabilité générale, où nous travaillons sur la définition de certains de nos termes financiers, afin de garantir leur standardisation dans toutes les équipes et tous les systèmes, ou encore la demande concernant la manière d'enregistrer certains de nos coûts dans le système à l'avenir. Au départ, cette demande s'adressait directement au développeur, mais après quelques échanges sur sa signification entre l'entreprise et les développeurs, je suis intervenu pour documenter plus clairement et la peaufiner avant de la transmettre au développeur. Et pour cela, j'examine maintenant tous les cas possibles et je souligne les points où il existe encore des écarts entre les informations fournies et celles nécessaires pour le développement. J'ai mis ces exemples car ils illustrent bien pourquoi j'aime ce travail et comment je pense qu'il évoluera à l'avenir. La communication entre les développeurs et l'entreprise nécessitera toujours des étapes intermédiaires, quelqu'un qui fasse office de traducteur entre eux. Et je pense qu'il restera important d'être cette personne et d'être à l'écoute lorsque une ou les deux parties commencent à parler dans leur jargon, dans leur propre langue. Et de plus, avoir des connaissances fonctionnelles et techniques des domaines dans lesquels vous travaillez vous aide à renforcer votre crédibilité et facilite cette traduction. Donc, ça, c'est mon travail comme BA. Une autre chose que je fais récemment, c'est j'ai suivi une formation de guide. Je peux désormais guider les personnes qui viennent visiter le CERN. Je le fais principalement le week-end et c'est un moyen agréable de partager les choses intéressantes que nous faisons et avons faites ici. Voilà toutes les informations que je voulais partager et je passe maintenant la parole à Laura. Merci Martine. Alors, moi, j'ai un parcours différent de celui de Régis et de Martine, donc c'est super intéressant. Donc, j'ai commencé en tant qu'utilisatrice, donc j'ai étudié la supply chain et j'ai donc commencé en tant que logisticienne à l'usine chez Audi, où j'étais dans l'assurance des stocks et j'utilisais les plateformes donc d'Audi. Et j'ai eu la chance donc de transitionner d'utilisatrice à analyste. euh, En combinant les tâches des deux domaines, où j'ai pu analyser les procédés de mon ancienne équipe et les optimiser au sein de l'usine locale. Et fort de cette expérience, j'ai pu rejoindre Deloitte, donc je suis aussi une ex-Deloitte comme Martine, où j'ai pu être full BA et analyser des procédés sur un projet d'optimisation dans le but de créer un business case.
Et suite à Deloitte, ben, j'ai eu la chance de rejoindre CERN, où là, ben, je vais revenir dessus sur la slide d'après, mais où je suis plus amenée à travailler dans un environnement plus technique. Donc concrètement, donc j'ai commencé en tant que BA vraiment avec un focus sur les procédés, le BPMN et l'optimisation et l'estimation d'économie. Donc c'était plutôt comme vous le voyez sur la partie gauche de l'écran. Et maintenant, en tant que BA, mes tâches ont un peu changé. Je suis plus amenée à communiquer avec les équipes techniques. Donc, c'est plus de... Chez nous, ça s'appelle Mattermost, mais dans d'autres équipes, ça s'appelle Slack. Plus de Slack, plus de Jira et moins d'Excel, on va dire. Et, euh, et donc, je suis vraiment amenée à collaborer avec les développeurs et les UX designers comme Jacob, qui va nous expliquer son travail après moi. Euh, mais je dois dire il reste quand même l'objectif commun, c'est de rendre le travail plus efficace de nos utilisateurs pour qu'ils puissent consacrer davantage de temps à des sujets plus passionnants et à des tâches à plus forte value. Et donc dans la prochaine slide, je veux bien vous montrer sur quoi je travaille concrètement. Donc mon projet, c'est un projet assez conséquent, donc il, euh, il aura lieu tout au long de ma mission. Euh, c'est de, euh, c'est d'accompagner l'équipe qui est en charge de créer la nouvelle plateforme de Public Outreach. Donc Public Outreach, c'est notre plateforme qui permet à l'équipe des visites d'organiser toutes les visites qui ont lieu au CERN. Comme Martin a évoqué qu'il était guide, on a plus de 400 000 visiteurs, on a eu plus de 400 000 visiteurs en 2024. Euh, et donc cette plateforme, elle permet tant au service des visites d'organiser les visites, mais aussi aux guides de s'enregistrer. Donc c'est une plateforme assez importante et qui me permet d'un côté d'échanger avec le service des visites et d'avoir cet aspect assez humain de l'ABA, mais d'un autre aussi de transmettre, de traduire ça, comme disait Martine, dans des exigences techniques que je communique avec les UX designers et avec les développeurs. Et donc, grâce à cette expérience, comme je le disais, j'ai la chance de développer cet aspect technique et donc d'être amené à collaborer avec le UX. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer aussi en interne, la collaboration BA-UX. Et je vais laisser Jacob revenir sur... je vais laisser le mot à Jacob. Merci. Well, thank you, Laura. Well, thanks for having me. Short disclaimer, the next minutes will be in English. So my name is Jakob Ehe. I'm a user experience designer at CERN, and I'm originally from Germany. I studied there. Jacob, yes. one minute, excuse me. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous avez la possibilité de faire une transcription et d'activer la traduction en temps réel. It's okay. It's for the translation in real time. Okay, thank you. Okay, thank you. So I hold a master's degree in media informatics, and this is also my background. So I come from more the ergonomics field, but also have a good understanding for development. And I started my career as a UX consultant, UX designer, mainly for automotive industry. So working on car internal operating system, but also different applications like car controls. And from there, I moved on to PwC. I worked at an internal department called Products and Technology, also as a UX designer. And there I was part of an agile cross-functional team. So I was always very close to development and always having internal applications. So my users were mainly my colleagues. So it was also very good to do user research and applying different methodologies in the organization itself. And from there, I moved on to my current position, now at CERN, also in the business computing department. And here I would say a little bit of the same. It's then internal applications we work for. So we build mainly applications for all of our colleagues. And this is a great opportunity because you can also apply, you have the users kind of in-house, which allows you
to apply certain methodologies very easily. So I think we can move on to the next slide. Thank you. So when we look at user experience at CERN, why does the user centricity matters here? So you can imagine we have a very diverse staff. So we have like scientists, administration, or students, and they come from like a diverse background and all kind of cultures, countries. And so it's super important to understand their specific needs to make sure we build the right solutions. So if we move on, we can see like different methodologies we apply here. So the user research is like one very fundamental aspect of our work. So first of all, we need to understand that we're solving the right problem, and how we figure this out is by conducting interviews or surveys, or we go into field observations to understand the user and uncover user needs, their pain points, and also their behavior, because what users say and what they do are often two different things. Another aspect is more later on in the development process, the testing, the usability testing. So here we are more into a validation phase, and we want to ensure that like these solutions that we build, that they work as intended. And we can do that with prototypes in Figma, more like in a mock-up style, or we can also test the implementation. And there are different ways doing usability testing, A/B testing, also other methods that really depends on the context or what we want to find out. So the last foundational aspect, if we go back, is the design system. So the design system is basically our standardization, our asset, which kind of allows all the designers and development to store design decisions and to be consistent. You can imagine we have multiple designers, we have huge teams. So how can we make sure that we have a kind of a solution to build coherent or consistent applications across different domains? And this is why we have this in place. It's a library. It allows us to store reusable user interface components, elements, and it also allows us to have accessibility standards baked into that system. Okay, if we move on. So as Laura said before, well, we have like this unique combination here of having user experience and business analysts combined in the project. And you can see it's like, of course, these are different roles, but they overlap in the end. So the UX designer is more about the uncovering of the needs and the behavioral side, expectations of the user, and we go more into research and testing. While of course, like the business analyst is more like aligns with the organizational goals and the constraints, but in the end we have the same goal. And this is how we work together. It's like we want to build a good solution, a user-friendly solution that is feasible for the teams to build, and that serves, of course, the organization, but also the users. Okay, and we can go to the last slide. Okay, so a little bit about how the future of UX and user interface can look like, because I mentioned before, we have, of course, the design systems that serve as our foundation, and we see here a strong strong automation happening at the moment. These rely in the way these systems are built. For example, like we use design tokens, which are variables that store how we apply color or typography, and helps us to be very consistent. And also these aspects now kind of bridge to the development environment. So we see a strong integration from design to code, and where we can work way closer with the development teams. And the last aspect is more in the context of generative AI, where we can see now it's also possible to generate user interfaces based on standards that we defined. And this is something kind of an innovation activity where we continue exploring and see new possibilities. Well, thank you. I will hand over to Sophie. Oui, on va repasser en français du coup.
Et voilà, bon, je suis la dernière à me présenter. Donc, moi, j'ai toujours fait le même métier. J'étais formée, donc, enfin voilà, j'ai fait mes études, une partie de mes études universitaires sur Paris. Et ensuite, j'ai aussi le concours des Gobelins pour faire un master là-bas. Et ensuite, bah, j'ai eu, on va dire, trois majeures expériences professionnelles, on va dire. La première où j'ai travaillé dans une start-up. Voilà, dans le domaine de la mobilité, à l'époque, c'était très innovant, parce que l'iPhone n'était pas encore sorti. À l'époque, on m'appelait concepteur-réalisateur. Puis après, je suis passée, voilà, au fur et à mesure que la startup a grossi, passée de 2-3 personnes à une 25-30 directrices produits. Ensuite, j'ai travaillé au CICR, pareil, 7-8 ans, en tant que chef de projet. Alors à l'époque, chef de projet où on faisait un peu de tout, la partie fonctionnelle, gestion budgétaire, et cetera. Et en fait, à un moment, le rôle du business analyst en tant que tel a été nommé. Donc, du coup, c'était plus le chef de projet fonctionnel, mais on a eu aussi une revue des rôles. Et là, l'UX aussi a fait, enfin voilà, a commencé à être en place dans notre groupe. Et donc, j'ai géré l'équipe UX tout en actant en tant que business analyst là-bas. Et depuis presque 6 ans, je travaille au CERN. Donc, j'ai commencé comme Agile Business Analyst jusqu'à maintenant, depuis un peu plus de 3 ans, où je suis la responsable du Product Design. J'ai aussi pas mal d'expérience dans le domaine de la formation, où j'ai enfin formé la business analyst et l'UX au Gobelin directement, donc là où j'étais moi-même diplômée à l'université Savoie-Mont-Blanc, donc sur le campus d'Annecy-le-Vieux. Et ça fait déjà quelques années, je continue à enseigner à la Haute École de gestion à Genève pour le Case Advanced Study de Business Analysis et Design. Voilà, donc au final, j'ai l'impression d'avoir, voilà, forcément les technologies ont évolué, les méthodes aussi, mais d'avoir toujours ce rôle au plus près des utilisateurs, au plus près du métier, euh, avec des titres en fait différents. Mes missions actuelles, donc j'essaye, de toujours, acter en tant que business analyst, même si ça représente aujourd'hui peut-être qu'une grosse journée par semaine. Et en fait, actuellement, je travaille pour la logistique et donc sur, une initiative, on doit remplacer, l'ERP qu'on a actuellement en place, qui est complètement customisé pour nous, sur l'import-export des marchandises, du CERN. Donc, on veut aussi en profiter forcément pour revoir et améliorer l'intégralité des processus et pas uniquement, les basculer et puis forcément se rapprocher des standards du marché. Mais on a pas mal de spécificités. On produit pas en fait, ce qu'on envoie, donc pas comme une compagnie, classique qui va, produire, voilà ses envois, pouvoir, packager, envoyer toujours aux mêmes destinations. Nous, il faut qu'on soit capable d'envoyer, tout, partout et principalement, on fait beaucoup de maintenance. Donc on a aussi, beaucoup de cas hors normes parce que, bah, ça va être des parties des accélérateurs, ça va être des magnets qui vont être énormes ou qui vont peser, voilà, très, très lourd, des risques chimiques également. On transporte, aussi, des matières radioactives, donc qui deviennent radioactives aussi, donc être capable de pouvoir les détecter et les transporter. Voilà, dans notre domaine, on a aussi beaucoup de marchandises qui doivent transiter à double usage. Donc ça veut dire que, bah, voilà, certains matériaux qu'on utilise pour de la recherche peuvent être aussi utilisés à des fins militaires. Donc on a aussi tout un système de licence à mettre en place ou alors aussi, voilà, des très, très grands gabarits à gérer. On a la spécificité aussi d'être sur 2 sites. Donc on a un site sur France, un site sur Suisse. Et donc, bah, voilà, ça complexifie, enfin, ça facilite dans un certain sens, mais aussi complexifie parce que c'est 2 sites d'envoi et de réception avec des problématiques douanières qui sont complètement différentes, parce qu'il y en a un qui est dans l'UE et l'autre non. Et le statut du CERN aussi, en tant qu'organisation internationale, qui a aussi beaucoup d'accords avec certains États, voilà, pour tout ce qui est envoi, voilà, font que on a pas mal de spécificités qui, un simple process qu'on pourrait imaginer classique dans une entreprise, devient assez complexe. Et je suis aussi, ben, responsable du design produit et donc avec des activités assez classiques du design produit, enfin de gestion, donc tout ce qui va être recrutement avec l'accueil, le suivi des designers, de gérer la capacité, les compétences de l'équipe, donc voir en fait trimestre après trimestre la charge de travail, de pouvoir voir aussi la répartition des compétences. Hem, je gère aussi le backlog de design pour l'intégralité du groupe. Donc comme je le disais au début, on est propriétaire de l'Enterprise Mobility Tool du CERN, donc on n'est vraiment pas les seuls à l'utiliser. Pareil pour le design system.
Et puis, on lance notre communauté de pratique aussi en interne, parce qu'au final, on est la seule équipe de business analyst et UX dans toute notre organisation. Il y a quelques personnes en silo qui vont avoir cette activité. Mais voilà, c'est nous qui trouvons les outils dans notre domaine, qui pouvons conseiller. Donc là, on lance vraiment une communauté de pratique en tant que telle. Et puis, ben aussi, je travaille sur le positionnement de la BA et de l'UX dans notre groupe, enfin, en termes de méthodologie, et puis plus largement au CERN également. Et enfin, pour finir, de mon côté, bah, aussi parler très rapidement de la collaboration entre designers, parce que là, on a chacun pris la parole. Alors, on n'est que 5 sur l'ensemble de notre équipe. Mais en fait, on travaille au quotidien, pas du tout ensemble. On travaille avec nos métiers, on travaille avec nos product managers, avec nos développeurs, comme les BA. Mais voilà, on est une équipe. On essaie de se réserver aussi du temps. On fait un stand-up par semaine. On n'a pas forcément besoin de faire beaucoup plus, mais on réserve au moins 1 heure par semaine. On veut continuer à grandir en tant que product designer pour mettre en place nos outils, nos process, mettre des templates en place. Donc voilà, on a un moment de travail collaboratif ensemble. Et puis on a aussi un moment par semaine où on va, présenter, parce que vu qu'on ne travaille pas ensemble, ben, c'est intéressant aussi de voir, les uns les autres ce sur quoi on travaille tout au long du trimestre pour pouvoir, se challenger, partager, voir ce qui peut être intéressant de mettre comme templates, et cetera. Et Régis, je crois que tu voulais c'était de ton Exactement. côté. Je reprends la main pour conclure un petit peu cette présentation, pour donner des choses un petit peu globales et résumer un petit peu tout ça. On voit qu'effectivement, dans notre équipe, on vient de différents environnements. Donc, je pense qu'il y a les parcours pour devenir business analyst sont variés. Euh, on travaille soit pour vraiment un type de produit, soit en transversal parmi notre équipe. Donc, par exemple, pour le MT qui est transversal, on a une personne qui va s'occuper directement de cette EMT. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que, et la richesse, c'est qu'on partage nos connaissances, nos idées, et en fait, tout le monde est vraiment ouvert à ce partage. Comme l'a dit Sophie en introduction, une des missions du CERN, c'est la formation, le partage de connaissances, et c'est quelque chose qui est très important au point de vue dans notre équipe business, mais aussi au niveau de nos clients, où ils sont vraiment ouverts à partager leurs connaissances et partager et donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le projet réussisse. Donc, en fait, ce savoir est une richesse qu'on partage et qu'on ne garde pas pour soi. On a aussi des problématiques au CERN, puisque la spécificité, c'est que on a des choses qui sont relatives à une organisation publique, puisqu'on a des règles spécifiques pour ça. Une université, parce que la majorité des personnes qui viennent au CERN sont issues d'un cursus universitaire ou sont dans une université avec les collaborations. Et on a même aussi la caractéristique d'un pays, puisqu'on a nos propres règles de recrutement, on a notre propre système d'assurance, notre propre système de retraite. Donc, toute cette partie-là fait en sorte que nos règles pour dire qu'un staff a telle chose pour l'assurance ou autre, c'est très spécifique. Donc, de temps en temps, quand on a un produit qui va plutôt sur le marché, on prend un produit qui est plutôt allié pour des pays plutôt que pour des sociétés. Et on voit aussi que la contribution que l'on a dans notre travail, on le voit tout de suite parce que on est proche de nos clients et Laura peut voir très rapidement en travaillant sur la partie euh, public outreach, donc formation enfin, utilisation des ressources pour qu'on ait nos visiteurs qui viennent et qui puissent réserver des visites. Et derrière, il y a Martine qui fait guide et Laura aussi. Donc, tout de suite, ils ont l'application, ils font ah bah ça fonctionne, etc. Et on a un retour direct aussi de nos utilisateurs qui sont très proches de nous et qui font OK, ça, on a un support aussi de ces utilisateurs. Donc, ça c'est très intéressant de faire cette partie commune de on travaille et on voit le résultat rapidement. Et on peut après mettre des itérations pour aller encore un peu plus loin.
Les accomplissements, je vais poursuivre. Voilà, équipe de design veut dire que on met tout le possible pour gagner dans la course de relais du CERN. On a tout mis pour essayer de gagner en termes de déguisement. Alors, on a fini second, mais on désespère pas pour l'année prochaine qu'on va encore faire mieux. Donc, c'est des activités en fait qui renforcent le groupe et c'est des choses ce qui est important, où on nous laisse la liberté de le faire. Donc, c'est le bien-être de l'équipe et le bien-être de chacun est important. Ça, c'est aussi, vous devez vous accomplir dans votre travail et vous devez aussi vous accomplir dans toutes les parties de votre vie. Et donc, ça, c'est important. Au CERN, cette valeur humaine est importante aussi. Donc, promis, l'année prochaine, on essaye de gagner le premier prix. Et si vous avez des questions, donc je te repasse la main, je pense. Oui, alors on peut rester dessus, c'est quand vous souhaitez. J'ai quelques questions en effet. Je vais moi-même changer les éléments. Je réorganise mes fenêtres. Tac. Oui, il y a déjà une première question, mais je pense que vous y avez répondu, qui était justement, alors l'ABA expliqué comme vous le faites, en fait, est dans un périmètre admin et administration, plutôt orienté administration et gestion. Et on nous demande est-ce qu'il y a d'autres départements de BA qui sont plutôt orientés sur le cœur de métier sciences et recherche pour des productions d'applications directement au service des chercheurs pour le pilotage de l'accélérateur, par exemple, ou l'analyse des résultats de recherche que l'on pourrait avoir. Effectivement, on a répondu et c'est pas le cas. Il y a Voilà. pas, voilà, on est la seule équipe de, de business analyst et du designer. Sachant qu'on est dans le contexte de recherche, il faut savoir que c'est des contextes un peu particuliers aussi parce que beaucoup de chercheurs développent aussi leur application sans forcément que les unités opérationnelles ou les directions de système d'information soient informées, disons. Souvent, c'est un peu... Oui, alors nous, c'est pas du tout dans le scope de notre voilà. domaine, hein. Donc, on n'a pas non plus de. Et après, il faut voir aussi que, enfin, de ce qu'on a pu voir, le LHC, c'est aussi des vieilles machines. C'est plus mécanique que logiciel également. Donc, en termes de conception ou autre, il y a certains postes de pilotage où là, il peut y avoir un UX designer, mais ouais, ces rôles-là sont très, très rares en dehors de notre équipe. Mais par contre, anciennement, il y en a certains qui ont un rôle de business, mais qui ne le savaient pas. Si on prend l'exemple du web qui a été inventé au CERN, au début, c'était comment on analyse un besoin, c'était partager de la documentation. Donc, en fait, c'était quelles est les choses que l'on doit mettre en place pour partager une documentation. Est venue une analyse, un process, et finalement, le web est né. Donc, en fait, en 89, il y avait cette notion, ça ne s'appelait pas de la business analyst, mais il y a eu de l'analyse pour dire de quoi on a besoin, quel est le besoin et comment on va y répondre. Alors, j'ai d'autres questions, hein. Comment est-ce que les rôles entre les business analysts et les UX designers sont différenciés et complémentaires dans les différents projets de manière générale? Alors, en fait, on essaye de les détecter en amont de la préparation des planning days. C'est que quand on a un référent par groupe de produits, donc ça, c'est des rôles aussi qui sont un peu flottants, voilà, qui va déjà collecter l'ensemble des besoins du groupe de produits pour le trimestre suivant. Et ensuite, on essaye de catégoriser, d'estimer et de voir, voilà, est-ce que là, c'est plus une problématique UX, une problématique BA, essayer de l'estimer. Après, voilà, il y a des. C'est vrai que les BA ont tendance à être impliqués à 100%. Et les UX à plus intervenir ponctuellement. Donc, il y a toujours la problématique de réussir à donner un minimum d'informations aux UX designers pour qu'ils puissent voilà, avoir une analyse et proposer des solutions qui sont pertinentes. Et J'ai ça, c'est la encore question un. qui suit. Ouais. Ah ouais, J'ai la voilà. question qui suit, qui complète justement sur ce que tu es en train de dire. C'est justement, est-ce qu'il y a une méthode en particulier pour distinguer ce qui est de l'ordre de l'UX et de l'ordre du BA? Comment on repère finalement ce qui va chez l'un et ce qui va chez l'autre? Bah, déjà, il y a un tri. Enfin, il y a un overlap, mais par contre, il y a des choses qui. On commence par l'évidence. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui va être prototypage avancé, on sait que ça va plutôt être du rôle du UX UI. Donc, ça, que déjà,
on sait qu'on doit avoir une personne qui doit intervenir. Après, là où c'est plus insidieux, c'est sur tout ce qui est user research. Donc là où on va faire des user journeys, ça veut faire partie du rôle du BA. Mais après, tout dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Est-ce que les utilisateurs, c'est les mêmes personnes que le métier aussi? Ça joue. Parce que parfois, c'est les mêmes interlocuteurs. Et on essaye de voir aussi qu'est-ce qui fait le plus sens. On a aussi des personnes qui ont le double profil, donc c'est encore plus insidieux pour pouvoir vraiment faire une distinction entre certains livrables BA et UX. Donc voilà, pour résumer un petit peu, c'est pas, voilà, on va dire qu'on prend déjà les choses qui sont évidentes et après on fait du bon sens pour tout ce qui est un petit peu de l'ordre de l'overlap, quoi. On a des BA qui peuvent faire certains livrables du UX design et puis parfois, en fait, quand on est sur une problématique particulière, une population assez large, bah là, ça vaut le coup de faire intervenir quelqu'un qui est vraiment expert UX sur ce domaine-là. Alors, j'ai également une question, c'est sur le fait qu'on travaille, donc il y a une quinzaine de personnes dans l'équipe, et sur les méthodologies de travail. Est-ce que vous travaillez constamment en présentiel? Est-ce que vous mettez du distanciel ou du mode hybride? Enfin, comment vous gérez cette collaboration présentielle, hybride, distancielle? Alors déjà, comme je disais, on est 7 sur site, donc 7 membres du personnel du CERN. Donc là, on est soumis aussi aux règles de télétravail, et cetera. Donc on est à maximum 2 jours par semaine en télétravail, je pense comme beaucoup de standards de beaucoup de compagnies. Et puis, bah, les 6 consultants, alors ça fluctue aussi en fonction de l'activité. Pour l'instant, on travaille avec des consultants qui sont en Grèce et au Portugal, donc eux, ils sont 100 remote. Ils peuvent venir très ponctuellement sur site. On arrive à les voir de temps en temps, mais c'est très ponctuel. Donc effectivement, alors on collabore pas au quotidien ensemble, mais quand on a nos meetings, on a installé à 2 endroits, de notre étage, une grande télé, heu, voilà, des speakers, une webcam pour qu'on puisse, avoir l'impression d'être, tous ensemble quand on se réunit. Et voilà, après peu importe, on s'impose pas en tout cas d'être, sur site, pour les réunions d'équipe ou autres. Ça on arrive toujours à collaborer comme ça. Après on a aussi nos outils internes, on utilise Klaxoon, donc les comme, Miro, Mural et cetera, bah, qui nous permet aussi de pouvoir faire des workshops à distance. Enfin, en tout cas, on voit pas de difficulté, dans la problématique, remote ou présentielle. Il y a pas de problème de fluidité. Alors, j'ai des questions plutôt sur le côté organisationnel et je pense sur la vision RH qui était présentée par Régis. Euh, Quelles seraient, selon toi, les 3 principales compétences qui sont recherchées chez un nouveau BA ou un nouveau UX designer et les 3 compétences, on va dire, humaines et 3 compétences plutôt d'ordre de la pratique de la BA? Alors, déjà humainement, on recherche des gens ouverts. C'est une des qualités principales, c'est des gens qui vont être dans l'ouverture d'esprit, comme a dit Sophie, on a quand même 25 États membres, donc on peut avoir potentiellement 25 nationalités différentes. Donc, comprendre ces différences de culture que l'on peut avoir dans les différents pays et de faire attention aussi à ces différences culturelles. Donc, l'ouverture et le partage de connaissances, la curiosité, c'est des éléments importants. En termes de technique, alors là, je vais laisser plutôt parler Sophie, parce que ça, c'est plutôt dans la partie BA. Et de la partie UX. Donc, Sophie. 3 compétences techniques, c'était ça la Oui, plutôt question? 3 compétences techniques. Les compétences humaines, c'est l'ouverture, oui, la curiosité et puis Ouais, l'engagement. bah, je sais que je réponds pas tout à fait au côté technique, mais je pense que le fait d'être très structuré est quelque chose de très important, de pouvoir toujours, recentrer, ne pas se perdre avec des mauvais niveaux de détail et cetera. Ça, c'est vraiment une aptitude en tout cas qui est très importante en tant que BA et aussi en tant que UX pour arriver à un résultat concret. Après en tant que compétence, c'est pas évident parce que nous, parfois, on cherche des personnes qui ont déjà une connaissance spécifique dans un domaine, donc ça peut être dans le domaine de la finance, de la logistique ou autre et puis après en fonction des profils qu'on va rechercher, c'est pas du tout le cas. On cherche plutôt des personnes qui sont très généralistes et qui vont pouvoir s'adapter très rapidement, au contexte. Hem, donc voilà, sur la partie expertise domaine, ça dépend vraiment des types de profils. Après, pour notre cas, en tout cas en tant que BA, on est très orienté processus.
Donc du coup, la structuration par processus, par BPMN, elle est très importante parce que on souhaite pouvoir centraliser l'intégralité de nos processus de façon structurée pour en faire de la recherche derrière. Voilà, après c'est tous les outils, du marché standard. Enfin, je pense pas qu'on ait des spécificités en tout cas de notre côté par rapport à ça. On suit les méthodologies Babok, globalement, enfin voilà, en termes de type de livrable. Après, en tant qu'UX designer, c'est vrai qu'on a tendance, comme toute équipe qui, enfin voilà, nous, l'UX design, ça a été mis en place en même temps que la BA. Enfin, ça fait que 5-6 ans. Alors, on peut se dire que c'est pas mal, mais en fait, c'est pas aussi bien implanté qu'un développeur. Donc, du coup, on a encore pas mal de travail à faire. Donc, on a tendance à commencer plutôt sur la partie visuelle et prototypage. La user research, elle arrive souvent bien après. Donc, on va dire que le fondamental, c'est effectivement tout ce qui va être UI, prototypage avancé, etc. Forcément maîtriser les composants d'un design system, tout ce qui est matériel design, etc. Voilà un peu, ouais, le panel de types de compétences, de types de livrables qu'on va pouvoir, enfin, en tout cas nous dans notre équipe, demander. Alors, j'en ai une qui complète ta réponse, ou en même temps, j'écoute et puis j'essaye de Mmh. toucher les questions qui arrivent. Tu as cité le Babok, est-ce qu'il y a d'autres frameworks d'applicabilité de la business analyst qui est utilisé? Est-ce que vous avez vous-même déployé une méthode interne? Et puis moi-même, je rajouterais, c'est comment vous avez découvert l'IBA et le Babok? Ah, alors en dehors du Babok, on s'oriente sur certains, enfin, il y a un petit peu tout ce qui est Six Sigma et cetera. Enfin voilà, où on peut aussi, utiliser ce type de, enfin voilà, template de représentation, mais minoritairement. Ensuite, vraiment en termes de livrables, ce qu'on retrouve dans notre Enterprise Modeling Tool aussi, on a certains types de livrables de Canva, qui nous guident et c'est vrai que c'est un petit peu complémentaire à ce qu'on peut trouver dans le Babok. Et après, comment on a découvert, IIBA, enfin moi, à titre personnel, j'ai fait une formation pour faire la certification CBAP, il y a quelques années et puis, c'est comme ça que j'ai découvert IIBA de mon côté et Alors, donc du coup, j'ai mangé le Babok V3 pendant quelques semaines. on revient sur le côté en fait recrutement aussi. Il y a une personne qui nous dit est-ce que en fait c'est un peu comme vous avez vous-même un peu découvert, vous avez des compétences de BA. Quand on a découvert c'est quoi la BA, vous vous êtes dit ah bah oui j'ai des compétences de BA et je fais de la BA et je suis BA. Mmh. Et donc, il y a une question qui demande, est-ce que une formation informatique permet de prétendre à un BA, sachant que si on a un background en ingénierie et génie des procédés, où on serait fraîchement diplômé sur un master transformation digitale, est-ce que c'est possible de faire carrière en termes de BA au CERN? Alors, pour moi, venant du développement, donc en fait, n'ayant pas je pense vraiment que arriver à être business analyst, c'est vraiment une question de parcours et enfin pas de volonté, mais de sensation. C'est qu'à un moment donné, on se sent attiré un petit peu naturellement. On revient, comme l'a dit Martin, où il arrivait sur ah, c'est ça que je retrouve de bien dans mon métier, c'est ça qui m'attire. Moi, c'était ça aussi, c'était le côté reprendre, retourner un petit peu, aller vers l'utilisateur pour les aider à mettre en place des solutions. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un parcours dédié. Il y a plusieurs façons d'arriver en tant que business analyst. L'important, c'est effectivement cette formation et d'avoir un suivi. Donc, je trouve très bien, moi, d'être accompagné avec mes collègues parce que je sais qu'ils sont de soutien. Ils peuvent m'expliquer des choses que je ne maîtrise pas tout le temps. Donc, j'ai le Babok sur le bureau pour vérifier deux, trois choses, etc. Donc, quelque part, oui, on a du soutien, mais il y a une certaine attirance. Ça se peut on peut naître BA, mais on peut aussi le devenir de différents. On a des utilisateurs comme Laura qui est devenue business analyst en partant de la partie client utilisatrice. Moi, c'était de la partie développement, donc il n'y a pas un chemin unique. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, par contre, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre, l'ensemble de la logique, les Ah oui, rouages, c'est vrai. comment ça se C'est très passe. Enfin clair. voilà, on n'est pas développeur, mais il faut qu'on comprenne un minimum comment ça peut fonctionner de leur côté et cetera.
J'ai encore une question qui, en fait, vous avez tous eu également, je reformule un peu les questions telles qu'elles viennent. Vous avez tous eu des expériences un petit peu, parfois dans le secteur privé, dans le secteur public, mais euh, en fait, le fond de la question, c'est comment, entre votre vécu d'avant et aujourd'hui, être dans le CERN, qui en fait mixe le côté organisation publique, recherche, universitaire, en quoi cela impacte ou change votre travail au quotidien? Est-ce que vous avez une perception de changement par rapport à ce que vous faisiez avant? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, vous pensez qu'on pourrait le retranscrire dans des entreprises où vous étiez avant, etc. Alors, moi, je dis souvent, en fait, ce que j'ai trouvé très rapidement, très confortable au CERN, c'est l'ouverture des gens. C'est-à-dire que je suis arrivé à des moments à aller voir la partie finance pour dire, j'ai un souci de comprendre. Et donc là, bien, assieds-toi à côté de moi, je vais t'expliquer. Et là, on passait un certain temps pour comprendre le besoin. Donc, en fait, ce partage de connaissances, c'est quelque chose de inestimable. Ça serait bien que dans les sociétés privées, on arrive à faire ce partage de connaissances aussi à ce niveau, parce que souvent, dans certaines entreprises privées, la connaissance, c'est le pouvoir un petit peu. Je connais, donc si je le partage, on va peut-être me prendre ma place, etc. Il n'y a pas cette notion au CERN. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette population de différents profils qui fait que non, le commun est cette partie de connaissances. Donc voilà pour ma part ce que j'ai trouvé et que si on pouvait partager ça un petit peu plus dans les sociétés, et je pense que ça faciliterait la vie de beaucoup de personnes et de se sentir aussi écouté et valorisé. Voilà pour ma part. Et pour ma part, j'aimerais aussi ajouter, il y a l'idée d'impact. Donc, comme je vous avais montré, on est en train de travailler sur la plateforme des visites. Et donc, quand j'arrive au travail et que je vois un groupe de 40 adolescents italiens qui visitent le CERN, je me dis peut-être qu'un d'entre eux se décidera de faire un PhD plus tard au CERN plus tard et fera une découverte incroyable. Et donc, je me dis, peut-être par extrapolation, mais je me dis que mon travail a quand même un impact assez important, enfin, un impact saisissable sur la société. Et je pense que c'est aussi très motivant. Il y a une motivation intrinsèque qui est vraiment palpable et je la sens aussi chez la plupart des collègues avec qui j'échange et aussi avec les utilisateurs d'ailleurs. Sur le côté valeur, le pourquoi je me lève le matin et l'idée de... Oui, oui. Ouais, Très motivant, du coup, c'est le nerf de la guerre, hein. oui, voilà. J'ai encore 3 questions qui viennent. J'ai encore des questions qui arrivent. Euh, alors, on est sur le côté compétence, donc je vais la prendre immédiatement. C'est pour vous, quel est l'avenir du métier en tant que BA? Est-ce que c'est un métier qui, selon vous, est trop demandé? Est-ce qu'au sein du CERN, vous pensez qu'il va être plus demandé et que c'est un métier qui va peut-être monter en charge? Et justement, on parlait justement comme quoi il n'y a pas de BA autour d'applications de recherche. Est-ce que vous pensez que c'est des nouveaux postes qui pourraient arriver dans ce type de demande? Ce type de demande pourrait arriver? Bah, déjà, si on parle de notre équipe, l'année dernière, en fait, on a énormément grossi. Donc, on est passé de 3 BA UX à presque 15. Donc, l'année dernière était riche en recrutement, en arrivée et en intégration de collègues. Donc, et je pense que c'est pas terminé, parce que la demande, en fait, elle est que croissante. Alors, je parle vraiment juste du scope de notre groupe. Donc, je pense vraiment que de notre côté, il y a, enfin voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est livré, on voit la plus-value de ce que notre équipe de product designer peut produire. Après, pour les autres départements, je pourrais absolument pas répondre sur la partie recherche ou autre. Je complète la réponse, mais avec la casquette IBA Mhm. également, au-delà du CERN. Les demandes en BA au niveau de l'enquête de IBA Global montrent que en quasiment 4 ans, le nombre de BA a quasiment doublé au niveau de l'enquête mondiale, hein. Donc, ça fait partie des métiers alors, ils n'ont pas toujours le nom de BA, hein, parce qu'on peut avoir le titre de BA, mais on peut utiliser des compétences de BA. C'est un petit peu ce que vous disiez également, Sophie, et un peu tous, sur le côté compétences, hein, qui arrivait vers un titre, hein. Mais
C'est aujourd'hui de plus en plus demandé et en 4 ans, on a vu quasiment le nombre de professionnels doubler. Et ça répond également, apporte un peu d'éléments de réponse. J'ai encore des questions. Et c'est les 3 dernières, parce qu'après, sinon, ça fait que j'en ai encore qui arrivent. J'en ai d'autres qui arrivent. Alors, est-ce que les business analysts BA et les UX designers peuvent collaborer sur un même produit? Est-ce qu'il y a des processus spécifiques pour structurer cette collaboration? Et est-ce que vous utilisez des méthodes comme le design thinking ou d'autres typologies de méthodes? Et également, j'ai un élément qui complète là-dessus, c'est, il faut que je la retrouve, sur le côté collaboration, est-ce qu'il y a des frameworks internes pour aligner justement les approches ou les collaborations en termes d'approche sur les initiatives interfonctionnelles entre les BA et les UX? Alors non, on n'a pas de framework formalisé. On sait qu'il y a des livrables qui sont faits tantôt plutôt par les BA, enfin c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, tantôt par les BA, tantôt par les UX. Après, c'est plus du bon sens, c'est plus de voir vraiment l'objectif de l'initiative qui nous est demandée. Il faut voir aussi la disponibilité qu'on a de la part des utilisateurs. Enfin, il y a un côté très rationnel aussi derrière ça, pas juste une wishlist. Et aussi, ben, voilà, avec le product manager, est-ce que le temps qu'on va passer versus le bénéfice qu'on va tirer de cette analyse ou de cette recherche utilisateur, elle est juste ou pas? Donc, on est aussi beaucoup tiré par ça. On peut se dire, on peut faire des entretiens avec, ou des tests utilisateurs avec 10, 15, 20 utilisateurs, mais derrière ça aussi, bah, voilà, faut qu'on analyse quel est l'objectif derrière ça. Donc, basé sur cet échange-là avec le product manager, on va effectivement définir si c'est plus de la BA et de l'UX, mais non, on n'a pas vraiment de framework, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que, enfin, partant de mon expérience, c'est vrai qu'il y a une discussion entre nous. Par exemple, on est sur un projet en ce moment où on se dit, tiens, c'est quoi l'étape? On a Mm. peut-être besoin de faire un workshop. Donc, dans ce cas-là, ben, oui, le workshop va être peut-être dirigé par l'UX parce qu'en fait, il est orienté, etc. Et voilà. Donc, il y a aussi un échange pour quand on va avoir un point, on discute quelle est la meilleure façon de répondre. Et cette collaboration, ça va être peut-être un workshop avec l'idée par l'UX, avec, etc. Donc, on a un travail commun pour dire, bah, effectivement. Et après, il y a un coût. Est-ce qu'on l'assume ou on en discute avec le product manager pour dire, bah, voilà, il faut passer par là. 2 dernières questions. Enfin, il y en a une que je vais un peu rassembler, mais il y a quand même une autre question. Euh, Est-ce que vous auriez un exemple concret où l'intervention du BA ou de l'UX ou des deux a concrètement changé l'usage d'une application ou le devenir d'une application, ou le projet ou l'initiative autour d'une application? Et de manière générale, comment est-ce qu'on peut évaluer l'impact du travail par rapport aux utilisateurs internes, par rapport à si vous n'étiez pas là et quand vous êtes là? Est-ce que l'un d'entre vous a un exemple concret? Non, je réfléchis aussi, ouais, Moi, quelque chose enfin, de facile à... Ouais. en fait, j'en aurais deux en tête. C'était donc la plateforme des visites, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est l'image du CERN. Donc, en fait, c'est cette plateforme. Comment on fait pour réserver une visite? Il faut que ça soit un portail attirant et puis facile à utiliser. Donc, ça pourrait être un cas. Ou le cas d'un document en fait qui est pour organiser les voyages qui a été fait. Et là, moi, j'étais dans la partie développement à ce moment-là. Ah oui, Et c'est moi qui Sophie, ai elle fait était dans la l'analyse. partie, voilà, dans la partie analyse. Et là, j'ai vu effectivement la puissance de l'analyse, en fait, où il y a eu je pense que je l'aurais fait de mon côté, en fait, en tant que développeur. Il y a toute une partie qui n'aurait pas été traitée. Et là, j'ai vu que effectivement, ah oui, ça va assez loin. Enfin, ça va loin. Donc, en fait, moi, je l'ai vu l'impact en tant que développeur et j'ai vu que l'impact après auprès des utilisateurs qui avaient cette application. Et là, j'ai vu l'impact. Effectivement, où on a eu tout un cas, tous des cas d'école ou des choses comme ça qui ont répondu. Et là, c'était confortable aussi d'un point de vue développement de dire, ah, ok, c'est beaucoup plus clair maintenant ce qu'il faut faire, etc. Donc ça, c'est l'impact du côté développeur, on va dire, de l'analyse BA.
Et puis, le côté utilisateur, oui, c'est quand on a une belle application pour s'enregistrer, c'est quand même plus sympa qu'avoir des fois des old school design où on comprend pas tout le temps ce qu'il faut appuyer ou entre guillemets. Et sinon, j'aurais un autre exemple. Donc, Jacob et moi, on collabore sur la plateforme des visites. Et ça arrive assez souvent que de mon côté, en tant que BA, j'identifie un besoin. Euh, mais je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on pourrait appliquer, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution à ce problème. Donc, j'identifie le besoin et après, on en discute avec Jacob et lui, avec son expérience et aussi en collaborant avec l'utilisateur, il arrive à trouver une solution, d'ailleurs assez facilement, assez rapidement. Et donc, c'est là que je pense que c'est plus efficace que d'un côté, moi, j'identifie les besoins et que lui, de l'autre, trouve la solution plutôt que moi, par exemple, je passe mon temps à essayer de trouver des solutions qui ne sont pas forcément efficaces ou alors que dans l'autre sens aussi, ce ne serait pas forcément efficace. Voilà. Ok. La dernière question. Est-ce que vous êtes allé au cinéma en équipe pour voir Vice Versa 2? Alors, pour être honnête, Sophie m'a dit, tiens, il est bien le Vice Versa 2 et et je l'ai regardé après pour effectivement. Donc, on n'a pas encore été au cinéma ensemble en tant que groupe. On a fait d'autres activités euh, classiques en tant que bowling, mais moins classiques comme du lancer de hache. C'est quand même une activité assez qui nous a permis de nous délivrer de certaines frustrations. En fait, quand vous lancez une hache contre un bout de bois, c'est bien le bien que ça fait. Oui. Non, mais par contre, on cherche notre idée de déguisement pour l'année prochaine. Donc, Voilà. voilà. Donc on attend avec impatience différents films ou voir un En petit tout cas, peu. on a eu beaucoup de succès auprès des enfants de la crèche du CERN qui avaient l'impression de nous reconnaître, enfin surtout Régis avec déguisé en colère, mais qui était très impressionné, croyait vraiment être devant le vrai personnage. C'était vraiment trop mignon. Comme quoi on a Ce que un j'ai impact repéré, après voilà, comment la BA peut avoir un impact auprès de tous. Hein. C'est ça qui est ouais. important. Ce que j'ai repéré, il y avait joie, il y avait tristesse, il y avait colère, il y avait dégoût, Ennui. Et ennui. ennui. Mm. Et donc, D'ailleurs, on était bien sur les personnages du 2. c'est de l'analyse. On analyse le personnage, comment on met en place. C'était tout un travail commun. Je rappelle que le dernier webinaire qu'on avait eu en mai était justement autour du alors pas le si, du storytelling et autour justement de l'utilisation des personnages, hein, et dont le replay sera prochainement à disposition quand il sera validé. Je crois que j'ai fait le tour des questions, je n'en ai pas d'autres. Merci à vous pour cette participation Merci à tous. et ce retour d'expérience en tant que BA et qui était très enrichissant, c'est très riche. Ça confirme en tout cas que la BA, comme vous disiez, a encore un bel avenir devant lui, hein. Si vous étiez avant 3 et que vous passez à 15 en une année, et avec les demandes et les besoins de recrutement, ça reste quand même un métier qui est encore quand même vachement en découverte, hein, encore sur les zones européennes, hein, dans pas mal d'endroits, dans pas mal de pays, mais qui présage encore un bel avenir. Dernières infos, hein, on rappelle que 3 informations. Actuellement est ouvert une enquête, justement, vous êtes business analyst, participez à l'enquête parce que c'est finalement vos réponses qui vont permettre de contribuer à faire avancer la connaissance du métier, à avancer c'est quoi être BA en termes de fiche de poste et c'est quoi le salaire d'un BA. C'est ça finalement, hein, c'est des grandes questions qui peuvent revenir. Rappel également, côté Suisse et Genève, le congrès IBA Geneva qui aura lieu le 20 novembre. Claude, je ne dis pas de bêtises, j'espère, normalement. En tout cas, suivez le site internet et nos communications LinkedIn. Et enfin, côté France, vous aurez également la semaine de la BA, tous les jours pendant une semaine entre midi et 2 heures, avec 2 interventions par jour sur des problématiques, des exemples de techniques avec des exemples de méthodes et de templates à utiliser, et ça pendant une semaine euh, courant décembre. Donc, je ne sais plus si c'est la première ou deuxième semaine de décembre, mais le mieux, c'est qu'il faut nous suivre sur les réseaux, sur nos sites internet et également sur nos newsletters. N'hésitez pas à vous inscrire
pour suivre un petit peu l'actualité de la business analyse, de l'analyse métier en France, en Suisse et en francophonie. Je vous remercie encore à tous. Un mot de la fin. Merci de nous avoir proposé cet échange. Merci à vous tous et je ne vous dis pas au mois prochain parce que nous serons en pause estivale, mais néanmoins je vous souhaite de très bonnes pauses estivales et nous nous retrouverons au mois de septembre. Merci à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir.